Douai. On a donc fait une généalogie de la famille de Douai, pour essayer de la replacer dans sa famille. Alors hyper complexe, parce que d'abord, ici, vous voyez, ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, c'est un peu compliqué, mais on a essayé de la recaser. Françoise Gabrielle est ici. Elle est la fille de Pierre ou de Philippe, on ne sait pas trop, ou la petite fille. On a eu du mal à la replacer. Ce qu'on sait vraiment, c'est que d'abord, cette famille est très très importante, et qu'elle s'est mariée avec les tenants du pouvoir économique, religieux, politique de l'époque. On voit apparaître des familles qu'on connaît, les Cibot, les Maldan, les Salès, voilà, qui ont encore leur nom prégnant aujourd'hui. Françoise Gabrielle, donc, se situe ici, et quand on regarde d'un peu plus près, elle est vraiment très très proche d'une dame qui s'appelle Jeanne Douai, épouse de Benoît, qu'on va appeler la générale Benoît. Jeanne de Douai, ici, Jeanne Benoît, à part son action dans le cadre de la contre-réforme catholique, fait venir ou inciter la création, ou est parente avec l'abbaye de la Règle, l'abbaye des Carmes, les sœurs de Saint-Alexis. Elle est la grand-mère, pardon, de François Maldan, de Martial Maldan, pardon, fondateur du séminaire, fondateur de l'hôpital de Limoges de l'époque, mais aussi de la Borie, dont les jardins sont visitables. Voilà. Donc là, on est au centre d'un réseau. Dans ce réseau-là, donc, c'est pas tout à fait innocent ou un hasard, en tout cas, que le père de Bressé la rencontre. Elle est originaire de Limoges. Elle fait partie d'une famille très importante qui a vraiment un réseau très important. Et donc, voilà, ça leur a peut-être facilité l'implantation et ensuite la prospérité du monastère chez nous. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Pierre et Philippe, là, s'ils se retrouvent loin d'ici, on les retrouve à Nevers, c'est qu'ils ont été des ligueurs convaincus, c'est-à-dire des ultra-catholiques qui ont essayé d'introduire la Ligue avec l'évêque de Limoges de l'époque, François ou Henri de la Martounie. Ils ont essayé d'introduire la Ligue par un coup d'État. Les royalistes, en fait, ne voulaient pas de cette Ligue, de cet ultra-catholicisme locaux. Ils ont essayé de faire de Limoges une place forte. Il y a eu un mini coup d'État, un putsch. Un consul est mort, la plupart sont jugés et beaucoup doivent s'exiler. Les ligueurs locaux, les Limogeaux, doivent s'exiler. Ils s'exilent donc, mais leur position commerciale, spirituelle, sont gardées par la famille qui reste ici. Henri IV arrive au pouvoir et il leur permet de revenir. Et il faudra quelques décennies quand même, le retour ne sera pas tout simple dans Limoges, mais au bout de quelques décennies, comme ils avaient déjà gardé leur prééminence sociale, ils peuvent re-rentrer dans les corps constitués, ils peuvent être élus, ils peuvent revenir dans les charges catholiques, mais un catholicisme modéré. Et donc ces ligueurs sont devenus ce qu'on appelle les dévots. Et c'est ces membres-là du parti dévot que l'on retrouve à peu près dans ce niveau-là de la généalogie et qui vont permettre l'installation de tous ces monastères et qui vont permettre le rayonnement spirituel de Limoges. Un rayonnement spirituel, donc là vous avez ici le registre des vêtures dans cette vitrine où vous pouvez voir la frise d'habit d'une des sœurs locales, qui est une exploitation assez importante. Je parlais de la vie spirituelle super intense au XVIIe, XVIIIe siècle à Limoges. Eh bien, on peut la voir sur ces lithographies-là, du XVIIe, XVIIIe, début XVIIIe, ici, où on a une vue de Limoges, des coteaux de Saint-Lazare, du Golfe. Que voit le visiteur qui arrive à pied en venant de Toulouse? Des clochers. Il voit des clochers partout. Il y en a une 12 à peu près. Et puis, celui de la visitation, je parle. C'est pour ça qu'on est au XVIIIe siècle. Vous avez ici la cathédrale, l'abbaye de la Règle, Saint-Michel et Saint-Martial. Il faut savoir que la rue du Clocher à Limoges porte le nom de la rue du Clocher, non pas à cause de Saint-Michel, mais à cause de Saint-Martial qui était en bas. Clocher de Saint-Martial. Place de la République, vous savez. Donc là, on a une ville que Jean de Lumeau appelle la ville sainte au XVIIe et XVIIIe siècle. Limoges, la ville sainte, c'est assez rigolo par rapport au Limoges, la ville rouge du XIXe, mais le passage est explicable. Alors, il y a eu des tentatives d'explication. C'est surtout une volonté, une sociabilité locale. Chaque homme fait partie de confréries, mais si vous êtes déjà entré dans Saint-Michel, vous savez que la religion limousine est assez déviante quand même. C'est-à-dire on croit beaucoup, mais à Saint-Martial, derrière l'hôtel, c'est Saint-Martial. Le Christ, il est dans le sas d'entrée. Les vitraux, c'est Saint-Martial. Donc on est beaucoup dans cette religion-là que le Christ, après le Concile de Trente et jusqu'à la Révolution, l'Église a essayé de reprendre la main là-dessus, en disant de reprendre la main sur une religion un peu limousine. Trop arrivé. En tout cas, voilà, on est vraiment dans un catholicisme, une spiritualité très très importante
où les églises et clochers apparaissent, ça se construit. Et vous avez ici donc voilà Limoges, la ville, les deux villes de Limoges, donc la ville de la Cité, de l'évêque avec la cathédrale et la ville du château, place de la Motte, où on voit apparaître par-ci, par-là des monastères médiévaux plus les monastères de la contre-réforme catholique. On a vraiment une idée de ce qu'était Limoges à cette époque-là. Avec aussi des vignes partout, et rien après les remparts, partout. Hein. C'était vraiment assez cadré, quoi. La ville était... Je vous laisserai le regarder. Donc ça, on a vu la première époque, la religion. On passe à la deuxième qu'on va faire un peu réduite, c'est la Révolution, jusqu'à la caserne. Alors à la Révolution française, les sœurs donc, sont expulsées, certaines sont emprisonnées, le bâtiment devient un bien national. Et pendant 40 ans, 50 ans, le bâtiment va être un bâtiment à tout faire. Il va tout y avoir dedans. Ça va être assez incroyable. Il va y avoir, en gros, c'est vrai, le tribunal, la prison, une école d'enseignement mutuel, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie. Il va y avoir quoi d'autre? Ah oui, les garnisons vont quand même venir. L'armée de temps en temps va venir avec la notion de patrie en danger. Il n'y a pas les casernes encore. Mais voilà, ils arrivent, ils sont logés là. Donc ça fait quand même une très très belle promiscuité. Hein, il y a beaucoup de monde qui se rencontre et pas du même milieu en plus. Il y a une pépinière aussi très importante, une pépinière qui sera assez importante, et sur lesquels on dira que les jeunes gens viennent faire des choses non conformes à la morale aussi. Donc eh bien, voilà, on ne laissera plus entrer tout le monde, on mettra une carte d'entrée payante voilà, pour limiter un peu l'accès. On a aux archives les catalogues de cette pépinière avec toutes les plantes qui sont répertoriées dedans et le règlement qui est assez savoureux. Donc voilà, un plan de la visitation au moment de la Révolution française. La Révolution donc, plus l'installation du tribunal et des services administratifs qui vont durer jusqu'au milieu du XIXe siècle, à partir de 1857. Donc le tribunal s'en va, prend sa place initiale, et donc on arrive à la visitation caserne. Alors, la caserne, vous voyez, on passe d'un lieu clos complètement à un lieu ouvert, et on revient dans un lieu clos. En fait, tout est symétrique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tout est symétrique. La religion, l'armée, les mêmes casernes, les mêmes monastères deviennent des casernes. Vous avez un lieu clos qui devient un lieu clos. Vous avez cet espace de la Révolution française, c'est 50 ans, qui part de la Révolution jusqu'en 1850, où c'est administratif. Et la dernière époque, celle d'aujourd'hui, depuis quelques années, on revient à un lieu administratif ouvert. Donc en fait, il y a une vraie symétrie. Et on sent bien qu'elle est vraiment dans le contexte de l'évolution politique et sociale de la ville. La visitation est vraiment un témoin de cette évolution. Donc en fait, voilà les casernes de Limoges. Si on fait vraiment le parallèle sur une carte 19e, puisque on voit le train qui arrive, sur une carte 19e, on voit que les monastères sont devenus la plupart du temps des casernes. À cause de quoi? À cause de plusieurs choses. D'abord, la Révolution a introduit la notion de patrie en danger. Cette notion de patrie en danger implique qu'en fait, ce n'est plus les armées royales qui défendent le territoire, mais c'est la patrie tout entière. Et Jourdan, le nôtre, établit la conscription de masse. La conscription pour tout le monde. Alors, malgré quelques vicissitudes, ça sera parfois arrêté sous la Restauration, et ça sera remis sous la Troisième République. Et bien, il va falloir inventer une nouvelle façon d'accueillir les soldats qui doivent venir, qui doivent faire leur service, et donc le casernement. Et c'est dans cette époque-là, début 19e, donc que tout prend sa place. Et pour nous, ici, c'est à partir des années 1850 que les travaux majeurs vont être faits. On le verra sur le dernier panneau. Alors là, on a quelques images donc, qui proviennent de nos fonds d'archives, où on a des exercices de tir. Le 70e régiment d'infanterie restera célèbre parce que c'est lui qui a chargé, avec des dragons, qui a chargé en 1905 contre les grévistes porcelainiers. Et il faut savoir que c'est aussi avec ces événements-là que le populaire est né. Donc voilà, des soldats, et surtout ce qui est très important, et ça peut-être on aura l'occasion d'en parler l'année prochaine, avec, vous savez, les commémorations du début de la guerre, de 14, eh bien c'est qu'il va y avoir un petit peu partout à Limoges des hôpitaux qui vont se créer pour accueillir d'abord les soldats malades et ceux qui se sont un peu égarés, tous les blessés, plutôt les malades. Mais il y a des malades aussi, puisque le grippe est là. Et donc voilà, Limoges va se couvrir d'hôpitaux militaires et la visitation sera un hôpital militaire majeur où tout le personnel médical, les infirmières et tout ça viendront, y compris les soldats non partis qui considéreront cette tâche assez subalterne et ça ne leur plaira pas du tout. Il y aura quelques révoltes, mini-révoltes.
Donc la visitation devient caserne, et là on voit bien un changement, y compris dans l'iconographie que nous avons chez nous. Hein. On passe donc du tribunal, on passe des plans du monastère jusqu'à, donc c'est pris. En plus on est vraiment là dans l'arrivée de la photo. Donc on voit les soldats, vivent à l'époque, alors bon, modification des grilles et tout ça. Donc sous la Révolution, on a quand même par-ci, par-là, des arrivées de soldats, il fallait bien les loger. Alors parfois ils étaient logés chez l'habitant, hein, obligatoirement, ils venaient chez nous, chez nos ancêtres, ils dormaient, ils mangeaient. Et puis progressivement, donc c'est devenu une caserne et ça a accueilli vraiment des régiments, le 19e et donc le 78e qui va rester assez longtemps. À partir de la fin de la Première Guerre mondiale, la visitation sera surtout administrative. On accueillera des soldats, mais surtout, ça servira d'administration. Donc là, l'armée, dans la ville, à la fin de 14, peut représenter jusqu'à 10% de la population totale. Dans la ville, hein, pas les gens de la visitation, mais tous les gens qui sont dans toutes les casernes. Ce qui fait que c'est très très important. Il y aura des sentiments assez ambivalents dans la ville. Les gens seront très proches des soldats puisqu'ils aident au commerce. Les soldats ne mangent pas tous à l'ordinaire. L'ordinaire, vous savez, qui est le prix qui est donné au régiment pour nourrir les soldats. Mais parfois, les soldats récupèrent ce salaire-là pour aller manger. Donc, ils vont faire vivre le commerce. Ils vont faire vivre ici l'artisan, les commerçants. Mais la population, on peut le voir derrière les grilles quand ils font les exercices, viennent voir les soldats en train de faire l'exercice. Quand il y a des défilés ou des commémorations avec des gens importants, des généraux, on vient voir l'armée qui fait ses exercices. Par contre, l'armée a souvent réprimé nombre de révoltes, et notamment si on en fait une petite liste ici, donc au changement de gouvernement, 1830, 1848, 1851, 52, donc là c'est national surtout, et puis ensuite 1870, 1871 encore, et 1905 localement, c'est vraiment très très local. Donc chaque fois, l'armée a réprimé les émeutes locales. Donc il y a un sentiment ambivalent, vraiment. On l'aime et on l'aime pas. C'est assez bizarre, parce que quand même, il y a vraiment toujours du monde pour voir l'armée faire ses exercices derrière les grilles et tout ça. Vous verrez ici, on a mis un tract antimilitariste qui, je ne sais plus de quelle année il est, voilà, 1911, qui a été placardé sur la visitation, sur les murs de la visitation. Donc il y avait des gens qui n'hésitaient pas à venir placarder. Mais bon, c'est vrai que la politique est passée par là. Hein. On était Limoges la ville sainte, on est devenu Limoges la ville rouge en 1911. Hein, déjà, quand même, voilà, c'est quand même. Il y a eu des choses qui se sont passées, hein, CGT, tout ça. Donc voilà, ça a changé. Et puis le monde ouvrier est arrivé. Donc il y a eu un changement. Donc voilà, nous avons la vie de la caserne qui s'est organisée, les chambrées, l'oisiveté qu'on essaye de ne pas laisser, hein, comme pour les sœurs tout à l'heure. Et puis, en 1914, donc, ça passe hôpital militaire. Quelque chose de très important pour la ville, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, comme je l'ai dit, l'année prochaine. Alors voilà, pour les bâtiments eux-mêmes, eh bien, il y a eu une campagne très importante, encore une symétrie, campagne au moment de la création du monastère, vous savez, je vous ai dit 4 décennies de travaux dans le 1640-1680, eh bien là, ici c'est 5 ans, simplement, mais les travaux de Regnault, architecte de la ville, qui va complètement changer la visitation, parce que d'abord, il va creuser un peu à la base des murs, qui permettra, et puis les consolider, il enlève l'escalier qui allait au tribunal. Donc en consolidant le bas, on va pouvoir en faire des bureaux, en tout cas des cellules ou des bureaux, et ajouter un étage en hauteur. Et puis, surtout, la transformation majeure, on le voit, hein, la différence entre les deux, eh bien c'est cette façade. Il va contribuer à faire que ce côté-là, ça s'arrêtait ici, en 1857, ça s'arrêtait là, eh bien tout ce côté-là a été construit, ce qui fait que la façade principale est passée à 100 mètres. Vous voyez, tout ça, tout ce côté a été fait. Donc on enlève l'escalier, on ajoute un étage, on rajoute une façade de 50 mètres, et on a à peu près la caserne telle qu'on l'a connue, donc à partir de 1850, 1990, 2000. Ouais. Et il faudra simplement attendre les travaux donc, de la construction du Conseil général, ici, pour avoir le bâtiment tel que vous l'avez aujourd'hui, ouvert, en pleine occasion, et qui permet, bâtiment administratif qui permet de travailler pour l'ensemble des Hauts-Liémois. Donc vous voyez, si vous avez à peu près suivi ce que j'espère, vous avez vu une symétrie totale. Voilà, symétrie
lieu clos et lieu clos, avec